Je s'appelle Groot à tous, ici Gwen et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Wicked. Ce mercredi sort Wicked for Good et je tenais à revenir sur le premier film qui m'a énormément marqué l'année dernière et aujourd'hui il fait tout simplement partie de mes films préférés. Du coup ça me tenait vraiment à cœur de revenir dessus et ce qui est assez étonnant avec le fait que j'aimais le film c'est que de base l'univers d'Oz, j'en ai pas grand chose à faire. Enfin voilà, j'avais lu le livre au collège, peut-être 6ème ou 5ème et il m'avait pas énormément marqué. Après je suis pas une très grande lectrice mais voilà, c'était pas un livre qui m'avait marqué. Et j'ai vu le film l'année dernière, juste avant d'aller voir Wicked, justement. Et c'est pas un film que j'ai trouvé non plus exceptionnel. Alors, je comprends pourquoi les gens l'ont aimé, mais personnellement, j'ai trouvé sympathique, sans plus. J'ai pas trouvé l'histoire hyper intéressante. Enfin voilà, c'est pas un film qui m'a marqué. Après, le film a quand même une importance dans l'histoire. Voilà, c'est le premier film en couleur, ou alors ça doit être un truc du genre du premier long métrage, majoritairement en couleur, ou quelque chose comme ça. Souvent, les titres comme ça, c'est comme genre t'as les premiers films en numérique et ceux totalement en numérique et ceux totalement à moitié en machin. C'est un bordel, tout le monde se chamaille pour avoir un petit titre. Mais bref, du coup, par sa couleur, ce film a une importance dans le cinéma. C'est l'une des choses qui marque le plus quand tu vois le film, c'est la couleur. La couleur est très intense, elle est très marquée. Voilà, la saturation est assez élevée. La saturation, c'est du coup c'est pour gérer l'intensité des couleurs. Par exemple, regardez ça, la vidéo. Là, je baisse la saturation, donc vous voyez que les couleurs sont beaucoup moins intenses, qu'on se rapproche plus du noir et blanc. Et là, j'augmente la saturation. Là, vous voyez que les couleurs sont plus intenses, plus pétantes, plus vives. Et elles attaquent plus, en fait, la caméra. Donc, le Magicien d'Oz a vraiment des couleurs très pétantes, très vivantes. Et ça se voit qu'ils ont profité de ça dans le film, que ce soit avec les décors ou avec les costumes. Il y a de la couleur de partout. Et aussi, au-delà de la couleur, l'aspect technique du film est assez intéressant. Enfin, que ce soit les effets spéciaux, qui pour 1939 sont quand même vachement bien. Et même, il y a de gros décors, là, il y a pas mal de monde. Et les costumes aussi, les singes volants sont vraiment très convaincants. Enfin, pour 1939, évidemment, il faut replacer ce film dans l'année dans laquelle il a été fait. Parce que forcément, aujourd'hui, tu vois que c'est des mecs en costume, mais pour 1939, c'est quand même vachement impressionnant. Le Magicien d'Oz, c'est un film que je trouve sympathique, ça me dérangerait pas de le revoir, mais si je ne le revois plus, voilà, je ne serai pas triste ou quoi que ce soit, c'est pas un film que je trouve exceptionnel. Et du coup, quand je suis allé voir Wicked, voilà, je m'attendais à un film, pareil, je suis allé le voir pour aller le voir parce que c'est une comédie musicale, j'aime bien les comédies musicales, donc allons-y. Et le film a été un véritable coup de cœur. Je suis allé le voir le vendredi de sa sortie, si je dis pas de bêtises. Ensuite, je suis allé retourner le voir le dimanche avec des amis, mais ça ne m'a vraiment pas du tout dérangé de le revoir, tellement j'ai adoré le film et je suis retourné le voir une troisième fois avec ma petite sœur, cette fois-ci en VF, du coup parce que 2 fois d'avant j'avais vu en VO, et j'ai moins bien aimé parce que, bon, on va en reparler, mais la VF, j'ai quelques problèmes avec, mais j'ai adoré le film, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que vraiment, ça fait partie de l'un de mes films préférés. Mais du coup, parlons des défauts, voilà, dans un premier temps, et donc notamment de la VF, dont je viens de parler. Je suis déjà pas une très grande fan de la VF, voilà, je suis pro VO, après je ne suis pas anti-VF, voilà. Si vous voulez regarder vos films en VF, c'est votre problème, allez-y, moi je m'en fiche. Le seul problème que j'ai avec la VF, c'est que pour voir un film en VO, c'est galère. Je veux dire, notamment là, les préventes de Wicked. Du coup, tu as des avant-premières le mardi. Il y a 3 séances dans les cinémas près de chez moi et les 3 sont en français. Alors, t'en as une qui est en français avec les chansons originales. Ce qui est vachement bien parce que je vais revenir après, mais les chansons, c'est vraiment le pire de la VF. Donc, c'est bien de proposer les chansons originales pour ceux qui veulent regarder le film en VF. C'est bien, mais moi, je veux voir tout le film en VO, donc c'est très ennuyant, quoi, parce que du coup, je suis obligé d'attendre mercredi, même si ça va, c'est un jour, mais j'aurais bien aimé le voir en avant-première, moi. Puis même au-delà de Wicked, très souvent, il y a beaucoup moins de séances VO et c'est un peu saoulant. Mais du coup, la VF du film, j'ai vraiment trouvé assez mauvaise. Alors déjà, les voix vont pas trop, je trouve, avec les personnages, enfin... Voilà, personnellement ça me sort du film. Après forcément j'ai vu le film 2 fois en VO avant, donc quand je le revois en VF, forcément ça me choque plus que si je pense que je l'avais vu direct en VF. Mais je trouve que les voix ne vont pas avec celles des personnages. Les chansons, c'est vraiment très compliqué. Il n'y a pas toute l'intensité en fait qu'il y a dans les chansons originales. Et c'est dommage parce que c'est quand même une comédie musicale. Donc les chansons sont très importantes. Et
Donc forcément, quand t'as d'un côté Cynthia Erivo qui te balance un The Wizard and I et à la fin elle part en The Wizard and I, et qu'en français t'as, bon déjà, Le Magicien et moi, alors c'est, on y reviendra après, c'est une bonne traduction niveau texte, mais ça a moins d'intensité en français, et c'est pas forcément à cause de l'actrice ou de la chanteuse, enfin actrice chanteuse, je sais pas s'ils en font des voix différentes ou si c'est la même personne en VF, parce que c'est juste essayez-vous de chanter, dire The Wizard and I et de pousser, c'est beaucoup plus facile que Le Magicien et moi, genre c'est voilà, ça c'est juste musicalement. Voilà, ça c'est juste. C'est pas un problème avec les actrices. Et ça c'est juste la chanson qui est fait comme ça. Et si je dis pas de bêtises, c'est à prouver qu'entre guillemets c'est beaucoup plus facile de chanter en anglais en général que de chanter en français. Parce qu'en français il y a plein de syllabes qui sont compliquées à prononcer en chantant. Alors je ne suis pas du tout calé en chant, mais je vous mettrai en description si je retrouve à mes dires tout simplement. Je parle comme au Moyen-Âge, voilà, c'est. On est au pays des roses, on parle comme au Moyen-Âge. Mais du coup, au-delà de l'interprétation qui est moins bien que Cynthia Erivo et Ariana Grande, et puis même les acteurs secondaires, mais c'est les plus marquants entre guillemets dans le film, et parce qu'elles sont quand même excellentes et on y reviendra après, le texte, c'est pas ça, c'est pas ça, et la VF c'est logique, si vous voulez que le texte soit pas correspondant, parce qu'en VF, il faut respecter le labial. C'est-à-dire que, par exemple, le plus choquant dans le film, c'est que le I'm not that girl, une chanson voilà, du film, du coup, je ne suis pas cette fille. En français, c'est je n'ai pas son cœur. Alors, c'est tout simplement pour respecter le labial, vous savez, parce que si, regardez mes lèvres, je me rapproche, désolé pour ce plan terrifiant, mais après, c'est le but, je suis une sorcière. Regardez, I'm not that girl, je n'ai pas son cœur et je ne suis pas cette fille. Vous voyez que I'm not that. Je vais reculer. Vous voyez que le I'm not that girl et je n'ai pas son cœur se ressemblent beaucoup plus labialement. Voilà, les mouvements de lèvres sont beaucoup plus communs. Donc c'est normal qu'en VF, il change, même si tu perds énormément de sous-texte entre guillemets avec cette traduction. Mais le problème, c'est qu'en VSTFR, ils ont fait la même traduction. C'est-à-dire que vraiment la VSTFR, c'est le texte de la VF mis comme ça en sous-titres. Alors, il y a quelques adaptations parce que tu dois respecter un certain nombre de mots par seconde, ou de lettres même, je crois, par seconde et tout ça, pour tout simplement que les gens aient le temps de lire et tout ça. C'est une règle, je vous la mettrai si je la retrouve, que tu dois respecter. Donc il y a certains mots que tu dois raccourcir ou enlever ou remplacer par des autres mots plus courts ou quoi que ce soit. Mais sinon, c'est le même texte que la VF. Et du coup, c'est très perturbant quand je reviens sur le I'm not that girl parce que c'est ce qui m'a le plus marqué, mais quand tu vois marqué I'm not that girl, enfin quand tu entends I'm not that girl et que tu vois marqué en dessous je n'ai pas son cœur, c'est en mode comment ça? Comment ça? Ça n'a rien à voir. Et là c'est vraiment dommage parce que ils auraient pu traduire, il n'y a pas le truc de faut respecter les labiales, ils auraient pu traduire je ne suis pas cette fille. Et du coup c'est vraiment dommage parce que le I'm not that girl, au-delà du fait que comme la VF elle n'est pas son cœur et que entre guillemets c'est impossible pour elle qu'ils arrivent à sortir ensemble, le I'm not that girl c'est quelque chose qui renvoie à toute la vie d'Elphaba en fait, où elle n'est pas cette fille, où elle n'est pas normale entre guillemets, où le monde la juge pas normale et où du coup elles se sont exclues. Et du coup là même dans ses relations amoureuses où elle aimerait bien être avec ce garçon, et ben elle n'est pas cette fille, elle n'est pas la fille entre guillemets la fille idéale d'après la société. Donc pour elle, elle ne vaut pas, elle vaut rien. Et t'as aussi un double sens avec le I'm not that girl qui est je ne suis pas cette fille, en parlant de Glinda qui elle pour le coup est la fille parfaite du point de vue de la société, enfin ou du moins elle a l'image de la fille parfaite du point de vue de la société. Du coup c'est ça qui est intéressant avec le I'm not that girl, c'est que à la fois ça renvoie à la condition générale de Elphaba que bah, elle n'est pas jugée normale par la société, que en même temps elle n'est pas la fille rêvée de ce prince, ou enfin elle pense du moins ne pas être la fille rêvée de ce prince, et elle n'est pas Glinda, elle aimerait bien être plus comme Glinda. Et donc ça a quelque chose d'hyper intéressant que tu perds totalement en français. En français t'as juste oh là là il n'est pas amoureux de moi zut. C'est vachement dommage. Et encore une fois, en VF, il y a le labial, ok, mais en VOSTFR, il n'y avait pas besoin du labial. Donc c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mieux traduit les chansons. Et surtout que là, je prends le I'm Not That Girl parce que c'est l'exemple qui me marque le plus. Du coup, l'année dernière, il y avait déjà d'autres trucs qui m'avaient choqué. Mais que bah là, entre temps, je me suis refait les chansons des dizaines et dizaines de fois. Et je les connais quasi toutes par cœur. Du coup, forcément,
quand je les connais toutes par cœur et qu'il y a des chansons qui commencent et que je commence à dire les sous-titres et qu'ils n'ont aucun rapport avec enfin aucun rapport, j'exagère, mais qui, voilà, où il y a plein de choses qui manquent, par rapport au texte original, bah je trouve ça vachement dommage qu'ils aient pas réellement traduit, qu'ils n'ont pas profité de la VOSTFR pour faire une meilleure traduction entre guillemets, vu qu'il n'y a pas ce truc de labial à respecter. Mais bref, voilà, en tout cas les VF du film, que ça soit la VF ou la VOSTFR, sont assez mauvaises. Mais bon, ça les VF, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un problème du film, car c'est juste l'adaptation, ça ne concerne pas le film. Pour moi, l'un des vrais problèmes du film, ce sont les effets spéciaux. Alors, c'est moins pire que ce que l'effet présager la bande-annonce, car le film a des... Vraiment, niveau marketing, le film est immonde. Enfin, regarde, j'ai encore une fois... J'ai bien mis le DVD, mais regardez le DVD. C'est laid. C'est laid. Et je trouve que, voilà, que ce soit les affiches ou même les bandes annonces, en général, même si la bande annonce de Wicked Partie 2 est mieux que Wicked Partie 1, enfin, je le préfère en tout cas Wicked Partie 1, je trouve que généralement, d'un point de vue marketing, c'est pas ça. Mais c'est moins pire. Après, il y a quand même des choses vraiment moches, notamment certains fonds verts qui se voient beaucoup. Le plus marquant, c'est au début, tu as un plan, entre guillemets, où du coup ça se passe après, après les événements de Haute, où du coup on va retrouver l'endroit où la sorcière s'est fait où elle est partie en poussière, quoi, où on lui a jeté dessus et tout ça. Et du coup la caméra va suivre des singes volants et tout. Et bon, déjà, tu vois qu'il y a quelque chose qui fait pareil et tout, mais surtout à un moment on va passer à côté des personnages de Oz, du coup, les personnages du Magicien d'Oz, donc j'allais dire Judy Garland, mais c'est le nom de l'actrice. Comment elle s'appelle? Ce personnage-là. Du coup, ce personnage-là, du lion, de l'épouvantail, du chevalier et tout ça. Enfin, est-ce que c'est un chevalier ou c'est juste un homme en fer? Je ne sais plus. Non, c'est juste un homme en fer, un bûche. C'est pas un bûche. Je sais plus. Voilà. Le monde d'Oz m'a pas du tout marqué, comme vous l'aurez remarqué. Du coup, on va passer à côté de ces personnages-là. Et tu sens que c'est vraiment à la dernière minute qu'ils se sont dit il faudrait mettre pour la référence les personnages parce que c'est très laid. Et pour moi, il y a deux options. Soit ils ont dit à un animateur 3D bah écoute, Frédéric, tu as 2 jours pour nous incruster ces personnages. Ce qui fait que bah il n'a pas eu le temps de bien faire son travail et donc bah forcément ça paraît laid. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ça soit fait par IA. Parce que la manière dont il se déplace, etc., ça fait vraiment pas naturel et ça m'étonnerait pas que ça soit de l'IA. J'espère vraiment que c'est un animateur qui a pas eu le temps de le faire, même si ça pose problème qu'il presse des animateurs pour pouvoir finir le film le plus vite possible, juste parce que bah, ils sont pas bien prévu le temps et qu'il faut sortir le film, il faut absolument sortir le film, il faut que le film sorte et tout. Ça pose problème, mais je préfère que ça soit fait par un humain plutôt que par une machine. Mais bref, au-delà de ce plan-là, voilà, il y a quelques moments, quelques fonds verts qui sont assez laids, voilà. Mais sinon, en général, ça va. Notamment, les animaux sont assez bien faits. Ce qui est étonnant parce que généralement, c'est assez moche. Voilà, si on prend le Roi Lion, enfin, dans le Roi Lion, ils sont bien faits, mais quand il parle et tout ça, ça fait pas du tout naturel, ça va pas du tout. Mais bref, là, les animaux sont assez bien faits et assez réalistes. Donc, voilà, c'est pas tous les effets spéciaux, mais certains effets spéciaux sont vraiment laids. Et aussi, un problème qui en est pas vraiment un pour moi, c'est certaines personnes se sont plaintes que on dirait pas le Magicien d'Oz en fait. Que ça soit notamment par rapport à la couleur, qui est beaucoup moins intense que le Magicien d'Oz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans le Magicien d'Oz, les couleurs sont très intenses. Voilà, il y a des couleurs de partout. Et c'est vraiment ça qui a fait le succès du film, c'est toute cette couleur que il y en a partout et tout. Et que Wicked, les couleurs sont beaucoup moins intenses. Il y a quand même pas mal de couleurs partout, mais c'est beaucoup moins intense. Et que même en général, on n'a pas forcément l'impression d'être à Oz du Magicien d'Oz. Et en soi, c'est des critiques que je comprends, mais que je partage pas forcément parce que... Alors bon, déjà, il y a l'évolution technique, forcément, qui permet de faire plus aujourd'hui. Mais surtout, c'est que on sait pas vraiment si c'est un préquel ou non au Magicien d'Oz. Parce que du coup, de base, le Magicien d'Oz, c'est un livre qui a été adapté du coup en film au cinéma, voilà, en 1939. Du coup, entre deux, bah, il y a eu le livre Wicked d'écrit. Et il y a eu une adaptation en comédie musicale au théâtre, à Broadway, de ce livre. Et du coup, Wicked, là, c'est une adaptation de cette comédie musicale. Mais du coup, est-ce que c'est un lien avec le film de Magicien d'Oz de 1939 ? Eh bah, je ne sais pas, parce que
à la fois il y a plusieurs choses qui peuvent y faire penser dans le film, notamment les logos et titres, enfin par exemple le Universal au début, il est... Alors c'est pas le logo d'Universal de 1939, mais c'est en noir et blanc, il y a juste le Universal je crois qui est pas en noir et blanc. Et voilà, et tu sens que ça veut faire vieux, ça veut faire ancien et tout ça, il y a un peu de grain. Je sais plus s'il y a genre de la pellicule qui saute ou un truc comme ça, mais en tout cas, ça veut faire vieux. Il y a le titre Wicked qui s'affiche, qui est pareil, qui fait assez vieux. Il y a à la fin le générique. Le générique, c'est, vous savez, aujourd'hui, les génériques, ça défile pour voir le nom des acteurs, des actrices, de ceux qui étaient à la caméra, ceux qui ont fait les effets spéciaux et tout ça. Et là, à la fin du film, ce sont des cartons. C'est-à-dire que du coup, c'est juste, on affiche je sais pas, l'équipe caméra, on affiche l'équipe lumière, on affiche ce qui se faisait à l'époque. Et donc, par certains points, tu vois que ça veut rendre hommage au film du Magicien d'Oz, mais est-ce que c'est lui rendre hommage parce que c'est un préquel à celui-ci, ou juste lui rendre hommage pour le rendre hommage? Je ne sais pas. Moi, mon avis, c'est que c'est un nouvel univers qui nous a été présenté. Voilà, c'est un nouvel Oz, entre guillemets. Du coup, pour moi, ça explique que le monde de Oz soit pas exactement le même que dans le Magicien d'Oz. Moi, je me dis que c'est à part. Après, je ne sais pas. Je pense que c'est chacun son avis. Je ne crois pas que ça a été annoncé que c'était un préquel, ou peut-être. Et dans ce cas-là, c'est vraiment dommage. Mais pour moi, ce n'est pas un préquel. Après, les couleurs, c'est vrai que c'est dommage que ça soit pas aussi intense que le Magicien d'Oz. Mais je trouve que personnellement ça va, je trouve pas que non plus que le film est gris comme on peut voir récemment dans, je sais pas, les films Marvel ou les blockbusters en général. Là il y a quand même des couleurs, il y a tout de même des couleurs que nous y reviendrons plus tard, mais le rose et vert notamment, mais même en général il y a plus de couleurs que dans les blockbusters actuels. Après c'est sûr que comparé au Magicien d'Oz, oui, c'est beaucoup plus gris. Mais personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais bon, assez de critiques, passons au point positif. Et pour moi, le plus gros point positif de ce film, ce sont les actrices. Et notamment les actrices Cynthia Erivo et Ariana Grande, que je trouve excellentes. Je les trouve juste parfaites pour le rôle. Et les deux, je les trouve extraordinaires. C'est-à-dire que, pour l'anecdote, je suis une énorme fan de Rachel Zegler. Globalement, un film où il y a Rachel Zegler, je vais voir le film. C'est voilà, même Blanche-Neige qui est sortie cette année, dont j'ai fait une vidéo là, ici, je ne sais jamais. Dans l'un des deux coins, là, le film a plein de problèmes, mais Rachel Zegler n'en est pas un. Je la trouve juste extraordinaire, je la trouve hyper touchante. Et du coup, elle a fait des reprises de ses chansons. The Wizard and I... Et je la trouve géniale dedans, je la trouve vraiment, et j'aurais beaucoup aimé la voir. Et en même temps, que ça soit dans le rôle de Elphaba ou de Glinda, je pense qu'elle aurait été excellente pour les deux. Mais en même temps, je ne vois pas que ça soit Cynthia Erivo ou Ariana Grande. Je ne vois pas, entre guillemets, quelqu'un d'autre. Enfin, même Rachel Zegler, je ne la vois pas à leur place parce que les deux sont tellement excellentes et parfaites pour le rôle. Et donc, commençons par Cynthia Erivo parce que c'est l'actrice principale. Je l'adore, je trouve que elle est vraiment extrêmement touchante dans son personnage. Du coup, je vais parler des personnages en même temps. Mais du coup, je disais, oui, Cynthia Erivo, je la trouve vraiment parfaite. Voilà, dans ce personnage qui est en marge de la société, voilà, qui est détesté par tout le monde. Voilà, où elle a du mal à s'intégrer forcément. Et qui pourtant, malgré ça, essaye d'être gentille quand même avec sa sœur, notamment, qui est une vraie connasse. Et pourtant, avec elle, elle est adorable, elle est gentille. Et même en général, elle va essayer d'aider les autres, que ce soit Dr. Gellman, enfin professeur du coup. À chaque fois, je me fais avoir parce qu'en français, professeur, on dit docteur. Pareil, c'est pareil pour les Indiana Jones, à chaque fois qu'ils disent Dr. Jones, et ensuite c'est marqué professeur Jones, je me dis, ah oui, c'est vrai, il est professeur et pas docteur. Du coup, on va voir à travers ses relations avec les autres, en fait, qu'elle est vraiment adorable et qu'elle, entre guillemets, qu'elle est main tendue envers tout le monde et qu'elle est gentille, même si elle a un côté un peu mal aimable. En fait, elle est gentille envers les autres, et je trouve que notamment c'est le cas avec sa rencontre avec Fierro, c'est que on voit qu'elle est mal aimable, mais qu'elle... Alors, au début, elle est pas gentille et tout, mais par la suite, elle va être assez gentille et tout ça. Et même avec Glinda, elle va être assez gentille, assez protectrice. Et j'ai beaucoup aimé son personnage. Après, je m'identifie beaucoup, voilà, surtout au côté mal aimable. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment son personnage très intéressant. Elle interprète parfaitement bien. Je trouve qu'elle a des mimiques et tout ça. Quand elle
pleure ou qu'elle a les larmes aux yeux, tu pleures et t'as les larmes aux yeux. T'as son rire, il y a un moment, elle va faire une blague à Glinda et elle va éclater de rire. Et ce rire, je le trouve incroyable. Juste écouter ce rire, ça me donne le sourire. Ça fait beaucoup de fois mon rire. Vraiment, je trouve que elle est parfaite dans le rôle. On voit sa sensibilité derrière. La scène de Lost Dust, on y reviendra, je pense, à chaque personnage. Enfin, quand on reparlera de Glinda. Mais la scène de Lost Dust qui est incroyable où on voit qu'elle y va, qu'elle a peur, mais qu'elle danse quand même malgré le fait que tout le monde la juge. Et comme le dit Glinda, elle fait semblant de n'en avoir rien à faire des autres et tout. Et où tu sens tout ça dans sa danse et dans sa manière de bouger et dans ses yeux. Et après, quand Glinda la rejoint et qu'elles dansent ensemble, c'est juste extraordinaire. Voilà. J'adore cette scène, c'est probablement la meilleure scène du film. Et du coup, enchaînons sur Glinda. Et j'avoue que je faisais partie de celles qui avaient des doutes sur Ariana Grande parce que voilà, c'est une chanteuse et certes elle a une petite carrière d'actrice dans des films Disney Channel, mais voilà, c'est juste une chanteuse qui, encore une fois, a du star talent pour être dans un film nanani nana, je ne sais quelle connerie. Et qu'est-ce que j'avais tort, car elle est excellente en Glinda, elle est excellente. Et ce qui est incroyable, c'est que Glinda est une vraie peste. C'est une vraie peste, et pourtant t'arrives à l'adorer, alors par sa relation avec Elphaba aussi, mais Ariana Grande arrive parfaitement à jouer cette peste, mais qui est en même temps attachante par sa stupidité et par sa naïveté. Je trouve que vraiment il y a des choses excellentes dans son personnage. La scène d'intro où elle est incroyable quand tu la revois après avoir déjà vu le film, et où du coup tu sais toute la relation qu'il y a eu et tout l'amour qu'il y avait entre les deux. Quand tu revois cette scène et que tu vois Ariana Grande qui a à moitié les larmes aux yeux, quand elle chante, elle a la voix qui tremble un peu et qui reste solide parce qu'elle est là comme la gentille fée Glinda qui vient aider les autres, mais que à l'intérieur elle est détruite et tout. Je trouve que ça marche extrêmement bien, qu'elle est vraiment très douée. Et oui, je la trouve parfaite dans le rôle. Et pareil, elle a des mimiques et tout ça, je trouve hilarant en termes de petite fille pour y gâter. Genre quand il dit au revoir à ses parents, il fait oh, je vais tellement leur manquer. They are gonna miss me so much. Et genre il y a plein de trucs comme ça où elle interprète tellement bien et c'est tellement drôle. Et là, et pareil dans Lost Dust, où elle vient aider Elphaba, où elle est aussi protectrice un peu envers elle, alors qu'avant elle se détestait et tout. Et c'est ça que je trouve très fort et où je vais revenir du coup sur les deux actrices, c'est que leur alchimie est incroyable. Elle est tellement incroyable qu'elle fait oublier un défaut de scénario. Parce que la troisième fois que j'ai vu le film, du coup, je vais revenir sur la VF. Voilà. Désolé mes amis fans de VF, mais du coup quand j'ai vu en VF, je me suis aperçu de ce défaut scénario. C'est que elles se détestent et 4 scènes plus tard, elles s'adorent. Et c'est un problème de scénario quand même assez énorme. Et pourtant, les deux premières fois que j'ai vu le film du coup en VO, tu t'en aperçois pas parce que l'alchimie marche tellement bien entre les deux, l'alchimie est tellement folle que t'oublies et que tu crois au fait qu'elles soient amies, parce qu'en plus je crois qu'elles sont extrêmement proches dans la vraie vie après ce film. Et du coup c'est pour ça que quand je l'ai vu en VF, forcément t'as pas toute cette intensité, toute cette amitié, toute cette connexion entre guillemets qui est entre les deux. Du coup forcément tu le remarques plus. Mais bref, voilà, je trouve qu'elles sont vraiment excellentes et leur relation est absolument génial, ou même à la fin quand elles se disent au revoir, voilà, et où genre elles comprennent toutes les deux que entre guillemets à partir de maintenant elles vont être ennemies, mais qu'elles veulent se dire un beau au revoir et donc qu'elles sont un peu dans le déni, mais en même temps elles le savent et elles ont les larmes aux yeux et en même temps elles veulent pas pleurer pour pas faire pleurer l'autre et tout, et genre tu ressens tout ça juste à travers leurs échanges où Glinda arrive et lui donne un truc parce que elle a froid et tout, et c'est tellement adorable et genre ça marche tellement bien. Et je les trouve vraiment excellentes les deux. Et ce ne sont pas les seuls, car du coup, passons aux actrices secondaires, et notamment à Jonathan Bailey. Je le trouve extraordinaire. Voilà, de toute façon, je vais pas la refaire à chaque fois. Tous les actrices sont extraordinaires dans ce film. Et Jonathan Bailey, il est incroyable. Il est incroyable, enfin, tout bête, la première scène où il arrive, juste la façon dont il descend de son cheval, je trouve ça hilarant. Voilà. Alors, certes, j'ai peut-être un humour assez flingué. La manière de descendre de son cheval, dont il marche et tout, qui n'a aucun sens. Et en même temps, ça marche. Genre, en même temps, ça paraît naturel, entre guillemets. Genre, c'est pas du tout naturel, mais genre, il a une façon de bouger et tout ça
qui, en fait, ça paraît logique, ou même dans sa chanson comme Véronique. Donc même dans sa chanson où il a une manière très bizarre de se bouger et tout ça, mais qui est tellement drôle et qui est tellement génial. Et même quand il va parler avec Elphaba, leur première rencontre, je la trouve vraiment très drôle. Où du coup elle refait son truc de non, je n'ai pas une maladie, non, je n'ai pas mangé d'herbe quand j'étais jeune, non, oui, je suis comme ça depuis que je suis petite, ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il dit exactement. Et ou quand elle dit non, je n'ai pas mangé d'herbe quand j'étais petite, et lui il répond ah bon, tu l'as pas fait, moi je l'ai fait. No, I did not eat grass as a child. You didn't, I did. Et genre avec sa tête. Et c'est trop drôle. Et je trouve que vraiment, ce personnage de pur débile, et qui en fait n'en est pas un par la suite, je trouve qu'il marche tellement bien. Et notamment, bah, en fait, quand tu te rends compte que c'est, bah, au final, quelqu'un d'assez intelligent et d'assez sensible qui essaye juste de paraître, entre guillemets, voilà, qui essaye juste de paraître ce qu'il n'est pas, juste pour être accepté, entre guillemets, pour faire partie de cette société. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et je trouve qu'en fait, quand tu le sais, du coup, quand tu as déjà vu le film, tu le remarques dès le début qu'il a ce côté, enfin, la première fois qu'il rencontre Elphaba, il est pas en mode « Oh mon dieu, tu es verte !» Genre, vraiment, lui, il s'en fiche, et tu vois ça dès le début, et même, du coup, il fait des blagues avec elle, et où il va arriver, il va lui dire bonjour, alors que tout le monde ignore Elphaba, et la manière dont il dit bonjour, s'il vous plaît, il fait... Un truc comme ça qui me tue de rire. Et voilà, et même quand tout le monde s'endort, là, quand Elphaba fait voler les pavots, il va direct vers l'animal pour secourir l'animal. Où genre il y a plein de détails où tu te rends compte de sa sensibilité, où tu te rends compte qu'il est pas comme les autres. Et du coup, c'est ça que je trouve que c'est un personnage intéressant, c'est que, en fait, il est comme... En soi, il est comme Elphaba, il est sensible envers les autres, voilà, il est intelligent, entre guillemets, tant émotionnellement que intelligent tout court. Pourtant, il veut paraître débile et tout ça pour être intégré dans ce monde. Et entre guillemets, il peut se le permettre parce que bah, il a rien, entre guillemets, qui le discrimine, vu que bah, c'est un homme blanc, beau, c'est un prince. Et où, du coup, t'as sûrement aussi ce truc de bah, c'est un prince, il doit avoir une certaine présence, une certaine, voilà, il doit être certaine chose, il ne peut pas se montrer empathique ou quoi que ce soit. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant comme personnage. Et encore une fois, la façon dont Jonathan Bailey l'interprète, tant dans la stupidité qu'il veut faire croire que dans la sensibilité qu'il aura par la suite, je trouve que c'est parfait. Et c'est pareil pour un peu tous les autres acteurs. Jeff Goldblum, je trouve incroyable en Magicien d'Oz parce que, en fait, même quand tu te rends compte que, bah, globalement, c'est à cause de lui que bah, les gens discriminent les animaux, que, entre guillemets, Elphaba, bah, entre guillemets, elle luttait contre des gens comme lui toute sa vie, qu'en fait, tu te rends compte que bah, c'est Hitler, littéralement, hein, c'est littéralement Hitler, ou Trump, si on veut plus moderne, ou n'importe quel dictateur, mais vous m'avez compris, on va pas rentrer dans la politique, même si, bon, ça déjà un peu le cas, mais... De toute façon, le film est politique. On va y reparler, on va revenir plus tard. Même quand, entre guillemets, on apprend que c'est un grand méchant, il y a toujours un truc où on a l'impression qu'il fait pas exprès. Genre dans la façon d'interpréter de Jeff Goldblum, on a l'impression qu'il est là en mode... qu'il est désolé en mode... Oh mince, oh juste, j'ai éradiqué toute une population. Oh, oh mince la boulette, oh... Oh non, t'as l'impression que vraiment il est désolé, alors que... Bah, il savait quoi, il en avait l'intention, c'était ce qu'il voulait, etc. Et donc, je trouve... ça vraiment intéressant son interprétation. Et après on a Michelle Yeoh qui est pareil, que je trouve vraiment très bonne dans son rôle de doyenne un peu sévère et qui se verra être plus qu'une doyenne un peu sévère, mais bah une collabo. Très clairement, voilà, c'est une énorme collabo. Après je vais pas revenir sur chaque acteur, mais globalement je trouve que ils correspondent tous parfaitement à leur rôle, que ça soit Nessa, Buck, Dr. Dillamond aussi, qui est en soi juste une interprétation vocale de Peter Dinklage. Mais même, par exemple, les amis de Glinda, je trouve qu'ils marchent parfaitement bien en Mean Girls et Guys, du coup. Genre, je trouve qu'ils marchent parfaitement bien. Et voilà même les personnages tertiaires, je trouve que il y a vraiment un truc intéressant. Et je trouve que, bref, tous les personnages marchent énormément et te font croire à cet univers, en fait, te font croire à cet univers de Oz. Et du coup, cet univers de Oz, parlons-en de tous les décors et costumes aussi, on reviendra après, je les trouve vraiment excellents. C'est des trucs qui font très réels, qui font très réalistes, en même temps qui sont parfaits pour un conte de fées. C'est-à-dire que notamment cette fac par exemple, où il va y avoir beaucoup de
choses rondes, comment dire, de passage ou tout ça, où ça va être rond et tout ça, qui ne se fait pas beaucoup dans notre monde réel, entre guillemets, et qui pourtant te paraît quand même tout de même réaliste, où il y a plusieurs idées, notamment cette bibliothèque, ou qui n'a aucun sens, parce que du coup, bah, genre tu marches sur les livres pour accéder à d'autres trucs et tout, mais on s'en fiche, parce que c'est un univers de contes de fées et tout. Et aussi juste, bah, un décor très intéressant, et pareil pour la cité d'Emeraude, qui est absolument magnifique, où je trouve que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas juste une cité d'émeraude verte, toute lisse et tout ça, c'est qu'il y a des... Dans les murs, genre, il y a des... Comment dire? Il y a des trucs qui ressortent, t'as certains designs, certains dessins, certaines choses que je trouve vraiment assez intéressantes. Du coup, c'est là que j'aimerais revenir sur le truc de... Il n'y a pas de couleur, c'est que si, en fait, il y a plein de couleurs, et notamment du vert et du rose. Il y a plusieurs moments où il va y avoir, du coup, du vert, que ça soit par... Souvent, c'est par la nature, ça va être des arbres ou bah, la forêt, il y a du vert partout. La cité d'émeraude qui est totalement verte, vu que c'est de l'émeraude. Mais où il va y avoir des petites touches de rose, que ça soit par des fleurs souvent. Il me semble que ce sont des pavots. Et où du coup c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs moments, bah, des touches de vert et rose. Et par d'autres moyens, on reviendra plus tard parce que ce ne sont pas les décors. Et du coup ça marche très bien parce que du coup c'est un parallèle avec Elphaba et Linda, qui sont le vert et le rose. Et où du coup c'est assez intéressant déjà par rapport aux personnages. Et là on va revenir sur les costumes en soi et maquillage aussi. Pour ceux qui se connaissent pas trop en couleurs et tout ça, c'est dans les couleurs t'as un cercle chromatique. En fait c'est un cercle pour te montrer entre guillemets les couleurs opposées. Et donc par exemple si vous voyez très bien que le vert c'est à l'opposé du rose. Entre guillemets c'est les couleurs qui se ressemblent le moins. C'est voilà, ce sont les couleurs à l'opposé. Et du coup c'est des couleurs qui se complètent assez bien. C'est souvent conseillé enfin c'est l'une des techniques en cinéma et donc enfin à la base en photographie, c'est d'avoir des couleurs opposées pour marquer bah, ton image. Après c'est une technique, il y en a plein d'autres, mais voilà, ça sert à vraiment marquer parce que bah, ce sont des couleurs qui n'ont rien à voir entre elles, qui sont vraiment à l'opposé, qui du coup se marient parfaitement. Et du coup vous l'aurez compris, c'est assez intéressant dans le message où bah, du coup le vert et le rose sont totalement opposés, ils se marient parfaitement comme Elphaba et Glinda. Et du coup dans les décors tu retrouves ce vert et ce rose, va être assez intéressant parce que ça va apporter de la couleur, apporter du contraste et tout qui va être assez beau, et qui du coup revient sur Elphaba et Glinda, et il y a d'autres trucs qui reviennent là-dessus, mais du coup bah, c'est intéressant d'avoir assez souvent des roses pour nous rappeler Glinda, du coup des arbres tout ça pour nous rappeler le vert d'Elphaba, et c'est assez beau. Les costumes sont pareils, je trouve, voilà, la robe de Glinda toute rose, je la trouve incroyable, t'as l'impression que c'est une barbe à papa, réellement, et je la trouve vraiment très belle. Il y a le costume de Madame Morrible, Madame je crois que c'est... Oui, je crois que c'est Madame Morabel de Michel Yeoh, où du coup, son premier costume, la première fois qu'elle apparaît, qui est orange et que je trouve assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls personnages qui change de couleur, je suis en train de me dire. Donc, peut-être c'est... Non, parce que au moment de Lost Dust, elle a déjà une couleur différente. Mais peut-être que c'est pour nous montrer sa face cachée. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, entre guillemets, avec ces costumes, où, voilà, ça, entre guillemets, ça trahit... bah, sa trahison à elle. Mais son premier costume, en tout cas, je le trouve vraiment très beau, très marquant. Et en général, voilà, on voit entre guillemets la différence entre bah, Elphaba, Glinda et Fiyero qui ont des costumes bah, qui sortent de l'ordinaire, et les autres élèves qui ont des costumes classiques. Et même Nessa Rose et Buck, je sais plus s'il a un costume particulier. Et Nessa Rose qui, elle, est blanche, il me semble, assez souvent. Et voilà, parce que Nessa Rose, c'est entre guillemets la pureté parmi la famille. Voilà, où Elphaba, c'est le monstre immonde. Voilà, Nessa Rose, c'est la pureté, c'est la fille parfaite que représente le blanc. Du coup, il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Voilà, et du coup, Elphaba, qui elle est à l'opposé, qui est tout en noir, parce que le noir, c'est l'obscurité, c'est ce qui fait peur, c'est ce qui effraie les gens, et que voilà, j'ai essayé d'imiter à peu près. Voilà, j'ai pris la seule robe noire que j'avais. Voilà, et vous allez faire quoi? Mais j'ai des ongles qui ressemblent à Elphaba, donc ça va, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Mais bref, je trouve bah, les décors, les costumes, les coiffures m'ont pas spécialement marqué. Voilà, et maquillage, à part Elphaba qui du coup est toute verte. Ça m'a pas marqué plus que ça, je suis en train de me dire, je suis en train de réfléchir, mais je crois pas qu'il y ait de coiffure
particulière que j'ai en tête. En tout cas, les costumes et décors sont vraiment très beaux. Et du coup, parlons plus en général de la mise en scène. Il y a quelques idées intéressantes, comme j'ai parlé plus tôt. Le vert et le rose vont revenir à certains moments en contre-jour. C'est-à-dire que le film, il y a pas mal de contre-jours et peu de gens aiment les contre-jours, mais moi j'aime bien, je trouve que ça apporte un aspect assez esthétique. Voilà, après tout dépend si c'est juste un contre-jour moche, genre tiens, de la lumière dans ta tête. Bon, c'est moche, mais ça peut apporter un aspect esthétique ou quoi que ce soit. J'ai remarqué à un contre-jour notamment, et j'ai pas fait gaffe aux autres parce que c'est le problème des films comme Wicked que j'adore ou comme Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est que ce sont des films où je me dis, allez, c'est la 12e fois que je le vois, je vais peut-être l'analyser. Et je commence à analyser et on peut le voir. Là, c'est les notes que j'ai prises, toutes les notes que j'ai prises sur le film. Je pense que le rire d'Elphaba, parallèle à ça, je pense que ça, ce sont les 30 premières minutes. Et j'ai noté deux choses pour le reste parce que, en fait, j'étais prise dans le film et je savais pas quoi dire d'autre. Je réfléchissais pas à quoi dire d'autre. En fait, j'étais juste dans le film et j'étais en mode oh, j'adore les personnages, c'est trop bien et tout. Et c'est tout. Du coup, voilà, j'ai pas. Il y a certaines choses que j'ai pas pensé à regarder, notamment ce contre-jour là où je crois que j'avais remarqué dès la deuxième fois que j'ai vu le film et où la troisième fois que je l'ai vu, j'ai pas. Je m'étais dit, allez, je fais attention. J'ai oublié. Là, j'ai fait, allez, je fais attention. J'ai fait, ah oui, il y a mon contre-jour là. Et après, j'ai encore oublié. Donc, c'est peut-être un truc qu'il y a un seul moment. En fait, il y a certainement le contre-jour. Du coup, quand il y a des contre-jours, ça crée un lens flare. Du coup, le lens flare, c'est, vous savez, quand vous prenez une photo en contre-jour, il y a des. Comme des traits de lumière. C'est parce que, entre guillemets, d'un point de vue scientifique, je sais pas si ça se dit, mais c'est parce que la lumière enfin pas forcément du soleil, mais de la grosse source de lumière, entre guillemets, vient refléter sur la lentille de la caméra et donc ça va déformer la lumière et donc c'est pour ça que ça fait des, voilà, comme des traits de lumière. Et du coup, cette fois-ci, ces traits de lumière sont verts et roses. Et j'avoue que je ne sais pas comment c'est fait. Je pense que c'est fait numériquement, que c'est fait après coup, parce que bah, je vois pas comment c'est possible d'être fait, surtout que bah, la lumière qui est en contre-jour, c'est la lumière du soleil, enfin, sûrement la lumière d'un gros projecteur, mais qui représente la lumière du soleil, donc du coup, qui est plutôt jaune, donc je ne vois pas comment c'est possible que ça fasse un lens flare vert et rose. En tout cas, ça en fait un, et je trouve ça plutôt intéressant, et je ne sais pas si c'est que à ce moment-là que ça le fait, ou si c'est à plusieurs contre-jours dans le film. J'ai pas fait attention, malheureusement, mais c'est une idée que je trouve plutôt intéressante. En autre idée intéressante, on a un moment un plan séquence au tout début quand on va nous raconter l'enfance d'Elphaba et notamment comment elle est née, c'est-à-dire que bah, sa mère va tromper son père avec un inconnu. Et du coup, on va voir tout ça à travers un plan séquence en fait qui a une chorégraphie très intéressante et voilà que ça. Alors quand je parle de chorégraphie, là c'est chorégraphie de caméra, c'est-à-dire qu'au début on va tourner autour des amoureux, que lui doit partir, il est désolé. Et une fois qu'il est parti, la caméra se stoppe en même temps que bah, sa femme se soulage et en même temps t'entends la porte claquer, t'as une lumière qui s'éteint et donc la caméra va suivre entre guillemets la mère d'Elphaba qui va du coup ouvrir à son amant et qui arrive à la porte, la caméra va se tourner vers la porte, elle l'ouvre, il y a un encadrement et on voit la tête de son amant et après elle l'ouvre, la caméra se décale et il lui propose la fiole verte qui du coup soit va faire que Elphaba est verte. Ce mouvement de caméra et cette chorégraphie même, c'est pareil qu'il y a un simple mouvement, cette chorégraphie de caméra je la trouve vraiment assez intéressante et plutôt belle, voilà tout simplement. Là, je la trouve vraiment belle. En autre idée, on a un moment un jeu d'ombre lors de la chanson du Dr Dillamond où du coup on va savoir que bah, les animaux sont discriminés, etc. Et où du coup bah, ça va jouer avec du coup des ombres qui vont s'afficher où on va voir bah, ce que le Dr Dillamond dit. Heard of an ox, a professor from Quarks, no longer permitted to teach, who has lost all powers of speech. C'est plutôt intéressant, voilà, c'est plutôt assez joli. Et enfin, la dernière chose entre guillemets marquante, c'est du coup dans la chanson de Wizard and I, où Elphaba à un moment dit qu'elle va rencontrer le magicien et qu'il va lui proposer de la déverdiser. Je pense que c'est en français. Et du coup, au moment où elle dit qu'elle du coup, elle ne sera plus verte, et voilà, elle se penche en arrière et tout. Et
entre guillemets, elle est sous un... Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, les trucs pour enfants, là, suspendus au-dessus de leur lit, avec je sais pas, genre les planètes du système solaire ou les trucs comme ça. Bah là, t'as quelque chose comme ça, mais avec du verre, notamment du verre rose. Et où du coup, au moment où Elphaba dit « je vais être déverdisé », ça marche tellement pas en français. Du coup, au moment où elle dit ça, en fait, avec la lumière et les reflets de ces verres teintés, et bah ça va littéralement la déverdiser, où elle va avoir une couleur de peau proche de celle de Cynthia Erivo, et où du coup bah c'est plutôt intéressant car au moment où elle dit j'aimerais bien ne plus être verte, elle n'est plus verte, voilà. Voilà, il y a quelques idées comme ça dans le film qui sont plutôt intéressantes, mais le reste du film c'est pas non plus incroyable, c'est pas non plus extraordinaire, il y a pas grand chose de marquant. Mais du coup parlons de l'un des gros sujets du film, les musiques. Forcément c'est une comédie musicale, du coup parlons des musiques. Et bah encore une fois je les trouve géniales. J'en parle depuis tout à l'heure, mais les musiques je les écoute en boucle depuis que j'ai vu le film en fait, tout simplement. Je les trouve absolument toutes géniales, même certaines où par exemple Dear Old Cheese, où c'est pas celle que j'écoute le plus parce que je la trouve pas extraordinaire, mais elle va parfaitement avec le film. Enfin, le moment où elle intervient, c'est vraiment parfait à ce moment-là. À réécouter, c'est pas plus intéressant que ça, mais c'est parfait pour cette scène du film. Et même les musiques, au-delà des musiques qui met danser ou t'as des chorégraphies et tout, les musiques sont vachement intéressantes. Il y a plusieurs thèmes qui vont revenir. Il va y avoir la musique de Lost Dust qui est extraordinaire. La scène est extraordinaire en elle-même, où du coup t'as Elphaba et Glinda qui dansent ensemble et tout, mais la musique je la trouve absolument magnifique. Il va y avoir plusieurs notes qui vont revenir et je la trouve vraiment très envoûtante comme musique, je la trouve vraiment très intense. Et les parties comédie musicale, je les trouve vraiment assez incroyables. Je trouve qu'elles sont vraiment parfaites entre guillemets dans ce qu'elles veulent être, c'est-à-dire que ça soit No One Month de Wicked, où du coup c'est voilà cette célébration. Et ce qui est le plus intéressant dans cette scène, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est du coup Glinda qui est dévastée par la mort de son ami, mais qui doit bien paraître et tout ça, et qui doit faire semblant, et où du coup tu vois que tout le monde entre guillemets yes, bien fait pour elle, elle est en mode oh ouais c'est bien fait, mais en même temps non mon ami. Et où toute cette scène est assez intéressante. L'essentiel c'est entre guillemets Glinda, c'est la réaction de Glinda à la mort de son ami, et où du coup toute la chorégraphie autour et tout ça, c'est pas ce qui me marque le plus, c'est pas le plus intéressant. Ensuite de Wizard and I, je la trouve vraiment, je trouve que c'est, je pense, ma chanson préférée. C'est Elphaba qui se libère, qui imagine enfin qu'elle pourra être elle, qu'elle pourra être aimée même, et où du coup je trouve que c'est vraiment, ça présente parfaitement entre guillemets le personnage, et je la trouve vraiment très intense. Et à la fin où elle finit en The Wizard and I, et où voilà t'as le contre-champ plus qui du coup te présente le désert qui nous est introduit par la suite, où on va voir que dès le début le monde de Oz entre guillemets est renfermé sur lui-même, et que derrière c'est la merde. Le plan juste est très beau où t'as Elphaba face au vide, et c'est vraiment super. Et comme j'ai parlé, il y a du coup le truc de je vais être déverdisé. Ça marche pas en français. juste pour le déverdiser et regarder le film en anglais. Après, ça se trouve, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent autre chose, et dans ce cas-là, je suis Boris Borg. Peut-être la traduction est bien. Peut-être. Après, déverdiser, c'est une bonne traduction, mais je trouve juste que ça va pas. Vous enlèverai-je un fardeau s'il veut quitter votre peau? Ensuite, on a What is this feeling, que je trouve voilà, assez intéressante, que ça soit Elphaba et Glinda au début dans leur chambre. Voilà, où au début c'est assez doux, et à la fin elles s'insultent, et on va voir qu'elles se combattent, et ouais, il va y avoir une chorégraphie aussi, qui est une table que je trouve assez intéressante, où va avoir tout le monde qui va être du côté de Glinda et qui vont voler la table et qui vont arriver vers Elphaba pour genre la regarder, où t'as Elphaba, où t'as Glinda qui arrive, qui chante, et tout le monde la suit derrière en faisant une choré et tout. Et je la trouve assez intéressante cette musique là, et aussi dans le truc de qu'elles se détestent l'une l'autre. Ensuite on a Something Bad dont j'ai parlé plus tôt, où voilà, où c'est du coup la scène avec les ombres, où on comprend toute la terreur que ressentent
les animaux qui est assez intéressante. On a Dancing Through Life qui est, je pense, voilà, ma scène de comédie musicale préférée. Déjà, encore une fois, je trouve Jonathan Bailey très drôle, enfin voilà, dans sa manière de se déplacer, dans la manière de danser. Et à un moment, il y a un plan où du coup, t'as Jonathan Bailey qui va chanter et danser, où la caméra est au départ du coup sur lui, et qui va reculer, où tu vas voir tout le monde qui va être dedans, qui danse, entre guillemets, en étant synchronisé, etc. Et cette scène me met vraiment des frissons, et où je pleure, enfin je pleure, j'ai vraiment les larmes aux yeux en voyant ce plan-là spécifiquement. Come on, follow me. You'll be happy to be dancing through life. If only because dust is what we come to. Nothing matters, but knowing nothing matters. Toute la scène, je la trouve géniale, mais en fait, je ne saurais comment dire, mais genre toute cette choré et toute cette chanson et tout ça fait ensemble, et genre où vraiment quand je vois, je suis en mode genre c'est trop bien, c'est incroyable, genre c'est incroyable, et où vraiment j'adore. Et en plus il y a du coup c'est que j'ai parlé plus tôt avec le décor de la bibliothèque où ils vont aller jouer là dans les bibliothèques, mais les meubles qui sont circulaires et qui tournent, et où il va y avoir un jeu assez intéressant, et où vraiment bah, t'as ce plan, comme je dis, où ils vont s'éloigner, que je trouve extraordinaire. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que du coup t'as le truc de Nessa qui vient voir Elphaba et qui dit We deserve each other, me and Buck. Et j'adore la manière dont on dit Buck. Bon, comme tout le monde, beaucoup le reprend. Voilà, j'ai vu plein de TikTok où c'est des gens qui font We deserve each other, me and Buck. We deserve each other, me and Buck. Comment traduire We deserve each other? On est fait pour être ensemble, je pense. Du coup, moi et Buck. Et t'as juste après Glinda qui du coup veut refourguer à Elphaba le chapeau qu'elle trouve moche pour pouvoir se moquer d'elle, ce qui est pas très gentil. Et elle fait You deserve each other, this hat and you look so smart. You deserve each other, this hat and you look so smart. Où du coup elle reprend ce truc de vous êtes fait l'un pour l'autre, ce chapeau et toi, et genre c'est tellement con, mais ça m'a, c'est l'un des trucs, genre c'est l'une des phrases qui me fait trop rire dans le film. Et après, et toute l'interprétation d'Ariana Grande qui essaye d'être le plus sérieuse possible et qui essaye de trouver en quoi ce chapeau pourrait être bien alors qu'elle le trouve très laid. Je trouve ça génial. Vraiment, dans cette scène, c'est vraiment le plan où du coup on démarre sur Jonathan Bailey et je sais plus, c'est un plan grue. C'est peut-être un plan grue tout simplement. C'est parce que c'est fait littéralement avec une grue qui fait ça. Mais est-ce que je crois que c'est un plan, peut-être un plan grue. Mais bref, où du coup ça finit avec tout le monde qui danse et tout ça, où toute la joie de danser, bah littéralement c'est danser toute la vie. Je crois que c'est danser sans fin la traduction en français. On va dire danser sans fin pour respecter le travail des traducteurs VF. Le but de la chanson c'est il faut danser voilà, sans réfléchir, juste on danse pour s'amuser et tout. Enfin, ce qui n'est pas le but de la chanson, parce que le but de la chanson c'est de nous présenter le personnage de Fiyero et notamment les relations entre les personnages, parce que du coup on va avoir la relation entre Fiyero et Glinda, la relation entre Glinda et Buck, entre Buck et Nessa, entre Nessa et Elphaba, entre Elphaba et Glinda, et où voilà, enfin t'as toutes les relations entre guillemets que tu vas voir dans cette chanson. Le but de la chanson entre guillemets d'un point de vue terre à terre, pourquoi il chante et il danse, c'est parce qu'il faut danser, voilà, faut vivre, faut se laisser aller, il faut s'amuser. Et où du coup, t'as ce plan ce plan où tu vois tout le monde danser ensemble et tout, synchronisé. C'est un plan où, sans déconner, ça me met vraiment des frissons, où je suis sur le point de pleurer tellement je trouve ça incroyable comme plan. Et il y a un autre plan comme ça où on y reviendra plus tard. Mais j'adore cette scène, je trouve vraiment incroyable. Et du coup, ensuite, on a Popular que je trouve hilarante aussi. Enfin, voilà, où du coup Glinda qui essaye de, comme le dira plus tard Fiyero, glindifier Elphaba, et où voilà, veut aider Elphaba, et où encore une fois ça nous dépeint parfaitement le personnage de Glinda et même sa relation avec Elphaba, où elle veut être gentille en soi, elle veut aider Elphaba, mais elle ne va pas écouter Elphaba, elle va pas écouter ce que veut Elphaba, elle veut aider Elphaba pour ce qui est de elle l'aider, et on va voir qu'elle veut être magicienne alors que bon,
elle n'est pas forcément très douée et tout. Je la trouve assez intéressante comme musique. C'est une musique que j'aime beaucoup pour la musique, mais en termes de séquence musicale, c'est pas celle que je trouve la plus intéressante du film d'un point de vue histoire. Non, voilà. Je la trouve assez drôle et je trouve intéressant dans la relation Elphaba avec Glinda, mais parmi toutes les musiques, c'est peut-être celle que je trouve la moins profonde, disons. Et voilà, c'est un peu dommage. Ensuite, on a I'm Not That Girl, dont j'ai déjà parlé plus tôt, mais que je trouve absolument génial. Voilà, du coup, dans le double sens de, entre guillemets, elle n'est pas cette fille, elle n'est pas cette fille, elle n'est pas Glinda, et en même temps, elle n'est pas cette fille normale. Encore une fois, je mets d'énormes parenthèses parce que il n'y a pas de normalité. C'est la société qui crée cette normalité. Et où du coup, on a du coup ce truc assez intéressant d'Elphaba où elle veut faire partie de la société, mais elle peut pas par sa couleur de peau. Ce qui est intéressant, voilà, dans le message, dont on reviendra après. Mais du coup, je la trouve vraiment très intense, où c'est à la fois une chanson sur le personnage, mais sur son amour aussi. On va voir à la fin Fiyero, voilà, qui pense à elle, et elle pense que Fiyero ne l'aime pas parce qu'elle est verte, alors que ce n'est pas le cas. Et à la fin du film, Fiyero qui s'en va pour elle, c'est... Mais bref, je trouve cette séquence très mignonne, et j'aime beaucoup parce que c'est, entre guillemets, c'est la chanson la plus posée du film, là où les autres chansons, c'était des grosses chansons avec des grosses séquences musicales, des méga chorés et tout. Celle-ci est plus calme, un peu comme Something Bad que j'ai parlé plus tôt, où voilà, Something Bad, il y a tout un truc d'ombre et tout ça, et où là, cette fois-ci, c'est plus centré, c'est centré sur Elphaba, entre guillemets. On va avoir, entre guillemets, ses regrets et tout ça, à ne pas être avec Fiyero, et que je trouve, voilà, assez intéressante, et que je trouve bien d'apporter ce calme, voilà, cette tristesse aussi que, du coup, ressent Elphaba en plus, et c'est plutôt intéressant, et j'aime assez bien cette chanson. Ensuite, on a One Short Day, qui est vraiment, entre guillemets, l'apogée des musiques, parce que c'est vraiment Elphaba et Glinda qui arrivent dans ce nouveau monde, ce monde où elles peuvent être elles-mêmes, où elles peuvent être libres, et où du coup ça part dans tous les sens, et où tu vas avoir ce théâtre de rue qui va t'expliquer l'histoire d'Oz avec, si je dis pas de bêtises, les actrices originales d'Elphaba et Glinda, du coup de la comédie musicale de Broadway, qui vont jouer ces sorcières, donc qui va te permettre en même temps de raconter l'histoire, entre guillemets, du magicien d'Oz, sans, entre guillemets, poser le film et dire alors écoutez les enfants, ça s'est passé comme ci, comme ça. Là, ça permet d'expliquer l'histoire tout en rigolant, en s'amusant, et où du coup cette chanson, c'est vraiment là, tout va bien, c'est le meilleur des mondes, elles sont enfin là où elles ont voulu être depuis tout le film, elles vivent leur rêve, c'est absolument génial, ça explose de partout, et c'est là où, du coup, dont j'ai parlé plus tôt, où j'ai eu vraiment un orgasme, en fait, un orgasme audiovisuel, comme je dis parfois. Et où c'est genre ce truc où t'as tout le monde qui chante, tout le monde qui danse ensemble, et où t'as ces trucs qui n'ont aucun sens, ou même t'as des gens qui ont des costumes sans bras et qui vont danser dans l'eau. Ça n'a pas de sens, mais on s'en fiche, c'est là, on célèbre tous ensemble. Ça va y avoir des jupes accordéon que je trouve magnifiques, et du coup je trouve cette scène vraiment géniale, où c'est tout qui explose, c'est génial, c'est magnifique. Juste avant le drame, entre guillemets, que va être la suite, je trouve que c'est vraiment parfait, et que c'est génial, et vraiment ce plan où on voit tout le monde qui danse ensemble, et Elphaba et Glinda qui se glissent entre les gens, et qui, comme nous, qui sont émerveillés en mode mais c'est quoi ce délire, c'est incroyable, entre guillemets, c'est ce pourquoi on est là, quoi. Je trouve ça génial, et j'aime beaucoup cette chanson. Et ensuite, alors, c'est pas une chanson du film en soi, mais qui est pour moi juste représentatif de ce que le film est, et juste du kiff que c'est juste Jeff Goldblum qui arrive et qui fait And you gotta give the people what they want. Et où t'as 4 notes peut-être, et où t'as juste Jeff Goldblum qui dit une phrase en faisant des claquettes. Ça n'a aucun sens, mais juste c'est ça, et c'est aussi représentatif de ce monde d'Oz, où c'est enfin le magicien d'Oz, voilà, qui est entre guillemets le grand maître de tous, parce qu'il chante même pour dire des phrases simples, et voilà, il est trop sympa ce mec. Vraiment, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et du coup, je trouve cette scène vraiment juste hilarante, parce que c'est juste le magicien d'Oz qui arrive qui chante une phrase comme ça aléatoirement, et je trouve ça assez drôle.
Ensuite, dans la chanson Sentimental Man, et j'aime beaucoup cette chanson, c'est pour son double sens, c'est-à-dire que c'est une chanson qui est, entre guillemets, là pour dire je suis un homme bien, qui, enfin voilà, c'est littéralement Sentimental Man, et ça me fait beaucoup rire parce que j'imagine totalement vous savez, les mecs gentils chanter ces chansons. Ah, bah il est totalement déconstruit siège, comme moi. Et pour moi, ça me fait vraiment penser à ces mecs gentils qui sont mais non, mais je suis quelqu'un de si gentil, je suis un homme sentimental. Donc, du coup, je trouve intéressant parce que c'est une chanson en mode je suis gentil, et où en fait, quand tu reprends la chanson, il y a des choses qui sont assez intéressantes par rapport au fait que en fait, c'est pas gentil. Notamment au fait que bah, il va littéralement contrôler les gens comme des poupées, où il dit qu'il aimerait bien qu'il traite comme tous les citoyens de Oz comme ses filles et fils. En fait, il est littéralement dans un mini Oz entre guillemets. Il le dit lui-même, c'est mon bac à sable, et on va le voir jouer comme un grand manipulateur entre guillemets qui va jouer avec ses poupées, qui va placer tout ce qu'il veut pour que tout se passe bien selon son plan. Du coup, je trouve ça plutôt intéressant, cette chanson où au départ c'est juste une chanson voilà, qui est là, oh il est gentil et tout, et où en fait c'est plus important par la suite. Et enfin, Defying Gravity, du coup la chanson finale du film. Et j'adore cette chanson, vraiment, c'est pas, voilà, pendant cette chanson, je vais pas, vous savez, comme j'ai cité plutôt comme dans Dancing to Life ou One Short Day, où c'est truc de waouh, c'est magnifique. C'est une chanson que je trouve tellement intense, tellement importante. Voilà, c'est la chanson finale du film. Voilà, il y a certains reproches comme quoi c'est trop long, et je comprends. Et pour moi, en fait, le problème, c'est pas forcément que ça soit trop long, c'est qu'en fait, le rythme du film est tellement incroyable. C'est-à-dire que vraiment, les 2 premières heures passent en 10 minutes, et que les 20 dernières minutes se passent en 10 minutes aussi. Et enfin, pas littéralement en même temps, mais vous me comprenez. En fait, c'est que par rapport au reste du film, ce dernier temps, entre guillemets, à partir du moment où il quitte le magicien d'Oz, où Elphaba part et qu'il veut s'enfuir et tout, ça paraît plus long, il est vrai, mais je trouve que ça reste divertissant et que ça reste voilà, intéressant. Et toute cette scène de Defying Gravity, je la trouve absolument extraordinaire, car c'est le point important, entre guillemets, qui va du coup lancer le deuxième film, et où on voit qu'elles se séparent, et où au début elles se détestent, mais qu'elles sont amies, et où Elphaba se libère enfin. C'est aussi ça la chanson la plus importante du film, et on va voir la différence entre guillemets Elphaba qui se libère enfin, il peut enfin être elle-même, et Glinda qui elle va s'enfermer entre guillemets avec le magicien d'Oz, avec Madame Morabal et tout. Et il y a une phrase qui m'a, t'as un segment qui m'a marqué, où c'est Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leave. Et ces phrases ont beaucoup résonné en moi, car c'était le moment de ma vie où j'étais en questionnement de genre, où je commençais à m'assumer à peu près entre guillemets. Bon, quand j'étais seul et tout ça, à l'époque je ne savais pas encore que j'étais une femme, je ne savais juste que j'étais pas un homme, mais du coup au fur et à mesure du temps, ces paroles sont devenues de plus en plus importantes pour moi. Et je dis pas que c'est des paroles par rapport à la transidentité ou quoi que ce soit, je pense que ce sont des paroles par rapport aux différences en général et tout, mais personnellement ça a beaucoup résonné en moi là-dessus, et où ce truc de s'envoler, littéralement dans le film, parce que elle s'envole, mais dans sa vie entre guillemets s'envoler, de enfin être soi, peu importe les autres, que je trouve magnifique et que je trouve extraordinaire. Et elle, quand elle s'envole, c'est absolument sublime. Quand c'est séparé avec Glinda, c'est absolument génial. De toute façon, toutes les séquences de cette musique, je les trouve géniales. Toutes les séquences, que ce soit au début avec Glinda, où elle s'engueule parce qu'elles sont pas d'accord, et où après elle va partir, elle va dire non, c'est bon, je suis enfin moi, j'y vais, c'est parti. Glinda qui commence à la comprendre et qui essaie de se comprendre, et Elphaba qui dit vas-y, tu m'as compris, maintenant rejoins-moi, mais Glinda qui veut pas, qui elle a toujours peur et qui veut pas y aller, ou à la fin
vraiment la libération ultime de Elphaba où elle part dans le ciel, mais où du coup voilà elle est libre et enfin ce truc de fin. Mais je trouve cette séquence finale extraordinaire, voilà, absolument magique, extrêmement triste et qui donne extrêmement envie de voir la suite, voilà. Et contrairement à d'autres films que je ne citerai pas, voilà, d'autres films que je ne citerai pas, dont la suite arrive 5 ans après, au moins là la suite est que 1 an après et j'ai hâte de voir ce second film. J'en ferai bien évidemment une critique. À ce moment-là, je me rends compte que j'étais à 1h30 d'enregistrement et j'étais tellement choqué que j'ai décidé de finir au plus vite et que j'ai totalement oublié de parler du message du film, qui est quand même une partie assez importante, donc parlons-en maintenant en voix off. Alors le message du film est certes assez simple, voilà, c'est pas un message hyper profond, mais je pense que c'est un peu le message dont les États-Unis avaient besoin, hein. Le film est quand même sorti peu après les élections présidentielles où Trump était malheureusement réélu. Donc un film qui te dit attention, méfie-toi des gens qui paraissent gentils et qui en fait te font liguer contre une certaine catégorie de personnes juste pour pouvoir avoir du pouvoir et pour pouvoir diriger les gens. C'est pas terrible, généralement ça pue. Surtout quand ils arrivent et qu'ils s'imposent comme le sauveur du pays. Voilà, généralement ça sent un peu la dictature. Et du coup, oui, le message n'est pas hyper subtil, il est vraiment évident et tu l'as direct envoyé en film. Et pour moi, c'est totalement débile de se plaindre de ça parce que, de base, c'est un film pour enfants, donc le message est destiné aux enfants. Donc, que le message soit aussi évident, je trouve ça logique et ça ne l'empêche pas d'avoir quelques points justement avec plus de subtilité, avec plus de profondeur. Et je pense notamment qu'au fur et à mesure du film, il y a de moins en moins d'animaux. Je veux dire, par exemple, quand on voit la naissance d'Elphaba, on voit que c'est une louve qui va la mettre au monde, que c'est Nanivir qui va s'occuper d'elle toute son enfance, même si je trouve un peu dommage qu'on la revoie pas plus tard dans le film. On va le voir qu'au début de l'année, il va y avoir le docteur Dilamond dans Prof et aussi un autre prof oiseau, je ne sais pas c'est quoi comme espèce. Aussi dans cette même scène, il va y avoir l'emblème entre guillemets de l'université où aujourd'hui c'est le magicien d'Oz, qui a l'air content, qui a l'air waouh, il est génial ce mec. Cet emblème va être détruit, on va se rendre compte derrière que en fait c'était des animaux avant l'emblème de cette école entre guillemets et que le magicien d'Oz est venu remplacer ça. Ensuite va bien évidemment y avoir cette séquence du lion qui est assez évidente et qui nous montre ce que deviennent les animaux. Et enfin le pays d'Oz où il n'y a aucun animal, où les seuls animaux qui sont présents c'est dans le château, ce sont des gardes, ce sont des animaux exploités en fait. Et donc quand tu réalises tous ces petits détails, ça rend le message plus intéressant. Et il y a évidemment aussi le lien avec Elphaba où on voit que dès petite, elle est liée aux animaux. Comme dit plutôt Nanivir, qui va littéralement, on comprend qu'elle va l'élever, même si c'est un peu dommage qu'on n'ait pas vu plus cette partie-là où c'est vraiment elle qui l'élève. Ensuite, on va voir qu'elle va créer des liens très vite avec le docteur Dilamond. On va tout de suite voir que elle a une empathie en général, mais aussi envers les animaux, qu'elle les comprend parce que elle aussi, elle est rejetée parce qu'elle est pas comme les autres. Et notamment en autre subtilité, après ça c'est peut-être moi qui suranalyse, mais j'ai l'impression que les animaux sont un peu en parallèle avec les natifs américains. Comme on le voit avec l'emblème de l'école ou avec les plans du docteur Dilamond qui nous montrent le passé, les animaux étaient énormément présents à l'époque. Les animaux étaient presque le centre d'Oz. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui à l'époque du film, à l'époque où se déroule le film, les animaux sont plus présents et sont rejetés un peu comme notamment aux États-Unis. Alors personnellement, j'aime pas du tout les trucs de pays, de oui, moi je suis né ici donc c'est mon pays donc j'ai plus de droits que toi parce que toi t'es né ailleurs. Pour moi, les trucs de pays, d'origine et tout ça, c'est complètement débile. Pour moi, je ne vois pas pourquoi moi qui suis né en France, j'aurais plus de droits que toi qui est né au Pérou, qui est né en Mongolie, qui est né en Chine. C'est genre la terre elle appartient à personne, calmez-vous. Mais en tout cas, si les États-Unis devraient appartenir à quelqu'un, ça serait aux natifs américains. Au final, non, c'est un peuple qui est réprimé, qui est presque autant réprimé que les immigrés, alors que de base, ce sont leurs terres. Même si, encore une fois, j'aime pas tous ces trucs de c'est ma terre, c'est ta terre et tout ça, mais de base, c'est eux qui étaient là, c'est les colons qui sont arrivés, qui ont saccagé tout simplement toute leur culture, qui les ont génocidés, accessoirement, où les colons se sont imposés, un peu comme le magicien d'Oz va arriver dans ce pays d'Oz et va réprimer les droits des animaux. Et donc je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire avec ça. Après je ne connais pas assez entre guillemets l'histoire de la colonisation américaine, donc je laisserai des gens qui s'y connaissent mieux peut-être plus développer. Peut-être il y a des messages du coup que je n'ai pas captés par manque de connaissances tout simplement. Mais bref, le message, même s'il n'est pas subtil, c'est un message qui est important à transmettre.
C'est un message qui a quelques subtilités et je trouve personnellement qu'il est intéressant et très important dans l'Amérique actuelle et même au-delà des États-Unis, dans le monde. Il n'y a pas que les États-Unis qui basculent vers l'extrême droite, vers la dictature. Mais bref, voilà ce que j'avais à dire sur le message. Je vous laisse retourner avec la moi du tournage. Je pense que je sortirai la critique jeudi parce que je pense pas que j'aurai le temps de tourner le mercredi, enfin de tourner et de monter le mercredi. Et voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bien évidemment, dans le respect, voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que vous êtes obligé de m'insulter. Plus dites, je ne suis pas d'accord. Personnellement, j'ai trouvé que le film était pas très intéressant là-dessus. Comme le dit Elphaba.